Oui, bonjour. Bien, déjà, ravi que vous soyez si nombreux à ce webinaire. Une des raisons pour lesquelles vous êtes si nombreux, c'est bien sûr que Proxinov l'a déjà reporté 2 fois et ça, je le sais, et c'est de notre faute parce que l'appel à projet flagship a mis un peu de temps à sortir par rapport à la date initiale. Et aussi que dans le cadre de l'Alliance Robotique France et du Comité national robotique, eh bien, finalement, tout le monde se met en ordre de marche pour travailler ensemble. Et ça me fait un grand. Oh, Excuse-moi, ça coupe. oui, Ouais, on vous entend plus. ça coupe, ça coupe. Catherine, Il n'y a plus personne. ah ouais, Catherine, on vous entend plus. C'était un peu succinct comme information. Ah bon, je vais prendre la suite et on va voir si elle a réussi à se reconnecter. Donc en effet, ce webinaire, il est organisé par l'Alliance Robotique France. C'est le regroupement de différents clusters, Aquitaine Robotique, Coboting, Proxinov, Réseau 3R, Robotics Place et Robotics Valley. Donc l'objectif, c'est de pouvoir vous donner, vous informer en fait sur l'appel à projet flagship. Et puis vous avez différentes portes d'entrée entre guillemets en matière de cluster robotique qui sont à votre disposition. Et on se regroupe aujourd'hui pour pouvoir vous présenter les informations en lien avec cet appel à projet. Je ne sais pas euh, si Catherine Simon va pouvoir reprendre la parole. Ce que je vous propose, c'est de commencer avec une introduction par une prise de parole par Proxinov et Minalogic pour introduire justement ce webinaire. Très rapidement, vous présenter un petit peu les différents appels à projets et les retours d'expérience que Proxinov et Minalogic sont en mesure de vous livrer. Et ensuite, on va enchaîner directement avec les informations du SGPI et de BPI France pour vous parler de ce webinaire. De notre côté, c'est Asia Agedash qui va prendre la parole et qui est responsable projet R&D. Donc, Asia, si tu es bien connectée, je vais te laisser la parole. Oui, très bien, merci Maud. Bonjour à tous. Donc, je vais présenter rapidement Proxinov. Donc, Proxinov, c'est une structure qui agit sous 3 casquettes complémentaires, donc au service de la robotique industrielle, donc avec 2 implantations, un site à La Roche-sur-Yon et puis un site au Havre. Donc, la première, c'est notre casquette cluster. On anime un réseau national qui compte aujourd'hui plus de 200 entreprises. Donc, au profil complémentaire, on trouve des industriels, des intégrateurs et des fabricants de robots et des concepteurs également de machines. Donc concrètement, on organise des événements tout le long de l'année, donc des matinales thématiques, des journées portes ouvertes, des salons comme notre événement phare Full Robotics. Et nous entretenons également donc, le lien avec le réseau via une newsletter et une présence active sur les réseaux pour relayer les actualités du secteur. On facilite aussi donc, les rencontres et les mises en relation entre adhérents, donc, pour créer des synergies et des collaborations. Et enfin, donc, nous produisons également une veille bimestrielle qui permet à nos adhérents, donc au réseau, de rester informés des dernières tendances technologiques et réglementaires de la robotique. La deuxième, donc, c'est notre casquette CRT, donc pour Centre de ressources technologiques. Et ici, donc, on se positionne comme un tiers de confiance, donc qui est neutre et objectif. Et la mission principale, c'est l'accompagnement des industriels, essentiellement des TPE et des PME, dans la modernisation de leur process de production. Donc, selon les besoins, notre accompagnement peut démarrer par une étude d'opportunité, un audit ou encore un état de l'art. Donc, on va sur le terrain, on regarde comment fonctionne la production et on identifie des leviers de performance possibles. Donc, la robotisation, l'automatisation flexible et l'optimisation des flux. On propose aussi donc un diagnostic flash, donc pour des besoins plus urgents, pour apporter une première réponse rapide. Et une fois donc ces leviers identifiés, on peut passer à la conception et au prototypage. Et donc, on peut tester des solutions avec des robots, enfin chez nous. Donc, on utilise notre Tech Lab en Normandie et l'usine pilote à La Roche-sur-Yon.
On propose aussi donc de la rétroconception des pièces, donc pour reproduire, adapter les pièces existantes, et on peut donc prototyper à l'échelle 1, ce qui permet aux industriels donc de bien se projeter dans la solution avant tout investissement. La troisième donc, casquette, c'est notre casquette formation, donc portée par notre centre de formation. Et là, on propose des formations donc, clés en main sur des thématiques bien spécifiques, donc la robotique, l'industrie 4.0, etc. Et on propose aussi donc, des formations sur mesure qui sont construites aussi selon des besoins bien spécifiques d'une entreprise. Pour ça, en fait, donc, nos ingénieurs, c'est des experts en robotique, donc ils peuvent aussi utiliser le matériel ou les deux sites, donc La Roche-sur-Yon et Le Havre, pour permettre en fait, une formation plus orientée pratique que théorique. Pour résumer, Proxinov elle joue trois rôles à la fois. Donc, un rôle de facilitateur de réseau à travers la casquette cluster, et puis un rôle donc, de partenaire technologique à travers notre casquette CRT, et puis un rôle de centre de formation, donc la dernière casquette, pour monter en compétences sur les différents métiers, on va dire, en lien avec la robotique ou autour de la robotique. Donc, ces trois casquettes nous permettent d'accompagner des industriels à chaque étape de leur transformation robotique et industrielle, donc de l'idée jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle. Moi, tu peux passer, s'il te plaît, à la slide d'après. Merci. Donc, je vais te présenter aussi nos projets collaboratifs. Donc, chez Proxinov, nous portons aussi quelques projets collaboratifs de R&D, donc avec le soutien de financements nationaux. Je vais vous en présenter deux en cours. Donc, avant de vous expliquer comment nous, Proxinov, on vous accompagne si vous avez aussi un projet à construire. Donc, le premier projet, c'est notre ligne pilote 4.0. Donc, c'est un projet qui est financé dans le cadre de France 2030 via l'appel à projet ANR. L'objectif de ce projet, c'est de développer une ligne flexible et souveraine, capable à la fois d'assembler, mais aussi de démanteler des batteries du petit électroménager. Et on travaille avec un expert du développement des solutions logicielles open source, qui est Faubourg Numérique. Le deuxième projet que nous portons également, c'est le projet Ahmed Soumara. C'est un projet qui regroupe à la fois des partenaires académiques, mais aussi des partenaires industriels. Nous avons identifié deux end-users, donc ce sont des industriels dont deux secteurs d'activité différents, donc la société, le groupe Briand et Naval Group. Les problématiques sont similaires, donc malgré en fait la différence du secteur d'activité. Et le but de ce projet, c'est d'automatiser l'ensemble des opérations donc de production depuis la conception des pièces jusqu'à la phase de production et d'assemblage, donc via le développement d'une chaîne numérique qui reprend en fait tous ces aspects-là. Et puis l'objectif de ce projet, je ne l'ai pas cité au début, c'est un projet défi transfert. Donc le but ici, c'est de montrer la faisabilité de cette opération, cette robotisation via 4 démonstrateurs. 4 architectures complètement différentes. On retrouve le robot à câble qui est porté par l'IRT, la solution robot mobile, la solution cartésienne, mais aussi la cartésienne Vibra, et la solution cartésienne type axe en gantry. Maintenant, en fait, la question qui vous concerne directement, si vous avez un projet, le financement France 2030 est aussi accessible à vos projets. Je voudrais juste partager quelques conseils issus de notre expérience sur le sujet. D'abord, il faut surtout penser le projet avant de penser le financement et non l'inverse. Il y a beaucoup trop de projets qui sont construits pour coller un appel à projet plutôt que l'inverse. Et puis surtout, ne négligez pas la phase de construction de projet. Il ne s'agit pas simplement de construire un projet technique, mais aussi construire le groupe, le consortium qui va le porter. Il faut aussi bien garder à l'esprit qu'un projet collaboratif, c'est plusieurs années d'engagement. Il faut vous assurer que ce projet reste bien aligné aussi avec la stratégie de votre entreprise sur la durée. Notre principe chez Proxinov, c'est de jouer aussi les synergies du réseau, pour réunir le bon triptyque, c'est-à-dire les fournisseurs de solutions, les industriels, mais aussi les intégrateurs. Et quand c'est possible, nous cherchons aussi à nous appuyer sur des projets existants, ce qui simplifie souvent les choses pour les financeurs. Concrètement, quelles sont nos actions? Nous, on assure une veille active sur les appels à projets, français comme européens, que ce soit pour des projets propres ou pour du financement aussi en cascade. Dès qu'une opportunité est identifiée, nous cherchons dans notre réseau qui pourrait s'y greffer. Et surtout, nous travaillons main dans la main avec des structures que vous connaissez déjà, le Comité robotique et l'Alliance robotique France.
Ce sont donc des relais de proximité, nous faisons systématiquement le lien avec eux, donc pas besoin de chercher loin. Donc ce sont des interlocuteurs que vous connaissez probablement déjà et qui sont là pour vous accompagner aux côtés de Proxinov. Donc si vous avez une idée, un projet, un besoin, une interrogation, donc n'hésitez pas à en discuter. Et puis c'est tout pour la partie Proxinov. Donc je vais laisser la parole à David pour présenter David. Minalogic. Merci. Bonjour à tous et à toutes, David Gaël Régnier, donc je suis le directeur de l'animation de communauté. Il y a un écho, quelqu'un. Je vais peut-être couper mon micro. Alors, Peut-être on couper vos va micros. couper nos micros respectifs. Est-ce que c'est tout bon? A priori, l'écho a disparu. Merci beaucoup. Donc, directeur animation des communautés, dont celle de la robotique au sein du pôle de compétitivité Minalogic. Je vais prendre la parole, mais pas tant au nom de Minalogic, mais au nom des pôles de compétitivité. Il y en a certains qui sont représentés. J'ai cru entendre la voix de Frédéric Hilain de Simcoboti, mais j'ai cru voir passer quelqu'un de Cap Digital. En fait, les pôles de compétitivité sont dans l'accompagnement aussi, pôle EM manifester. Les pôles de compétitivité accompagnent les projets d'innovation depuis 21 ans maintenant, donc on a aussi un savoir-faire sur le domaine. À l'image de Proxinov, on est aussi énormément dans l'accompagnement à travers des événements. Il y a eu Full Robotics qui a été organisé par Proxinov récemment et qui a permis de fédérer plus de 300 personnes, non, plus de 1000 personnes ou 300, je ne sais plus. En tout cas, une grosse communauté de la robotique. La dynamique est là, en fait, et comme le disait Catherine, c'est surtout de fédérer un écosystème robotique national en vue d'aller à l'Europe. Et l'idée, c'est de poursuivre cette dynamique aussi bien dans le montage des projets, mais ça se passe aussi par des rencontres et des mises en relation. Donc, je vous invite, et là, j'invite Frédéric à le faire, c'est à vous rendre à InnoRobot qui aura lieu le 16 et 17 septembre à Lyon, qui sera aussi une opportunité de se voir en physique et d'échanger des cartes et parler robotique lors de l'événement, sachant que Team Sim va gérer un espace sur l'événement. Nous, à Minalogic, on est aussi dans la dynamique et on s'inscrit dans la logique, vous allez le découvrir sur les défis flagship. On a passé le cap suivant qui est d'amener aussi sur la dimension européenne. Et donc, on organisera le 6 octobre un événement au campus numérique à Charbonnières, à côté de Lyon, sur cette dimension européenne avec une volonté aussi de mettre en avant les académiques, soit institutionnels, à l'image de ce que peut faire Proxinov ou industriel. L'idée de ces plateformes, c'est d'amener aussi une certaine expertise, un accompagnement qui vous permettra aussi de répondre de manière collective sur les appels à projets qu'on a cités, enfin qui va être présenté. Il y en a d'autres. Il y a, dans le cadre de France 2030, il y a aussi un appel à projet dédié à la robotique chirurgicale. Il y a plein d'opportunités. On a Asia qui a évoqué quelques aspects au niveau de l'Europe avec Horizon Europe. Il y a les cascades funding aussi qui peuvent être des opportunités pour des PME. Il existe aussi, on en parlera le 6 octobre, tout ce qui est les TEF, qui sont des Testing and Experimenting Facilities au niveau européen. Donc il y a pas mal de choses en termes d'opportunités et toute l'action des pôles de compétitivité et des clusters, c'est de vous amener vers les bons partenaires et vers les bonnes sources de financement. Donc, on reste à votre disposition. Et n'hésitez pas à les solliciter au plus tôt, vos référents locaux, et on est là pour être à votre soutien le plus possible. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, David. Avant de poursuivre avec BPI France, une petite précision. Si dans la conversation qui va avoir lieu après, vous avez des questions, je vous invite à poser vos questions dans la rubrique questions-réponses qui se trouve dans la barre du haut. La rubrique conversation est aussi valable, mais pour tout ce qui va être vraiment en lien avec les questions sur Flagship Robotique, moi, je vous invite vraiment à poser vos questions dans cette rubrique-là. Et puis, on fera en sorte de répondre à un maximum de questions à la fin du webinaire. Axel et Pierre, si vous êtes bien connectés, je vous invite à partager votre présentation et à prendre le relais. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Du coup, normalement, cela va être projeté dans
quelques minutes. Avant que je le fasse. Axel, tu es avec nous? Hop, bon, je vais projeter. Tac. Non, Est-ce que vous m'entendez? oui, Ah ok, super. Tu peux te laisse. partager si tu veux ou Vas-y, si tu je es en train de le partage. faire? Hop. Ok. Donc bonjour à tous, j'introduis Pierre, comme ça après je te laisse la main. Donc on travaille avec Pierre à la direction de l'expertise chez BPI France et on opère cet appel à projet pour le compte de l'État. Tu peux passer juste à la slide suivante. On va vous présenter rapidement parce que je pense que c'est OK pour tout le monde sur le plan France 2030. Ensuite, on viendra sur le contexte et la présentation générale de l'AAP. On parlera des modalités de financement, du dossier de candidature et des conditions de dépôt de projet. Et on viendra aussi rapidement sur les critères de sélection. On sera aussi disponible, bien sûr, pour répondre à toutes vos questions. Concernant donc France 2030, c'est le cadre dans lequel s'inscrit cet appel à projet, ce plan qui vise à transformer durablement l'économie, décliné en plusieurs objectifs et en plusieurs leviers. Tu peux passer parce que je pense qu'on peut passer rapidement, mais voilà les 10 objectifs et les 6 leviers, dont celui qui est surligné en jaune de sécuriser l'accès aux composants stratégiques. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit cet appel à projet. France 2030, c'est un plan d'investissement qui est opéré par plusieurs opérateurs, dont BPI France, et qui est géré par le secrétariat général pour l'investissement. Du coup, pour ma part, je vais vous présenter, mais cette fois-ci un peu plus en détail, ce qu'on attend sur cet appel à projet flagship. Avant de rentrer vraiment là sur les colonnes, sur les 4 indices, je voudrais rappeler un peu le mot flagship. Sa traduction, c'est vaisseau amiral. Un vaisseau amiral, c'est le navire le plus grand, le plus rapide et celui qui porte les drapeaux les plus flambants neufs. C'est exactement ce qu'on va attendre de ces projets-là. Ces projets, ils ont vocation à vraiment venir soutenir l'innovation à haute valeur ajoutée. Donc, il faudra aller au-delà de l'état de l'art, et je parle bien de l'état de l'art technique, pas forcément l'état de l'art marché, mais qu'est-ce que votre projet va apporter de foncièrement différent? Il sera attendu que l'état de l'art initial soit présenté de façon qualitative, très claire, et vous, point par point, comment vous allez dépasser cet état de l'art pour amener une solution flambante. L'idée, c'est pas la différence de robots et machines intelligentes où il y avait une volonté justement de développer cette flotte. Là, on cherche les meneurs, ceux qui vont avoir des solutions qui vont dépasser l'état de l'art. Une fois que cette solution de l'état de l'art est dépassée, il faut avoir quand même cette capacité à aller vers l'Europe, se projeter vers l'international. Et c'est pourquoi on attend des consortiums solides, cohérents, qui sont capables d'apporter cette solution à plusieurs marchés différents. Bien sûr, il faut qu'on reste logique avec notre environnement européen, c'est-à-dire avoir un contexte de soutenabilité et de réduction de nos dépendances critiques. Il faut être capable à la fois de maîtriser son cycle de vie et d'être capable de produire sur le territoire, donc avoir et rechercher la neutralité carbone. À la différence des autres appels à projets qui ont vu le jour en robotique, on va avoir 2 phases distinctes. On va avoir la première phase, une phase courte de 6 mois, qui est une phase de conception et validation du projet, et une deuxième phase, un peu plus tard, qui va vous permettre de réaliser ce projet-là. Les 2 phases sont soutenues financièrement, et l'objectif, c'est d'avoir des projets les plus qualitatifs et les mieux construits pour justement apporter cette solution de rupture sur des marchés européens et internationaux. Globalement, 3 grands principes. Donc les principes d'innovation et de rupture de l'état de l'art, on ne va pas attendre ça forcément sur le robot en tant que tel, tout en entier. On va attendre que des briques technologiques, des sous-systèmes robotiques, donc sous-système, un ensemble fonctionnel et autonome qui contribue à une partie spécifique des capacités globales d'un robot, d'une machine intelligente ou d'un drone, mais que ce sous-système-là dépasse l'état de l'art et qu'il soit intégré à un robot. Donc on va s'attendre, je ne sais pas, un exemple, vous voulez développer un drone,
on ne va pas attendre que ce drone atteigne de nouveaux marchés par l'ajout de briques technologiques déjà existantes sur le marché, mais on va attendre, je ne sais pas, au développement d'une perception neuromorphique avec des capteurs, des développements de capteurs neuromorphiques bien particuliers qui vont vous permettre d'avoir un avantage technologique pour atteindre éventuellement de nouveaux marchés. Donc, c'est vraiment le développement de ces sous-systèmes et briques technologiques qui vont amener un facteur concurrentiel, vont vous différencier de la concurrence pour atteindre de nouveaux marchés ou des marchés actuels. L'objectif, donc, une approche jalonnée, on a la phase 1 et la phase 2. À chaque fois, on va avoir 2 dépôts de dossiers distincts et 2 contrats différents. L'idée, donc ça peut paraître assez lourd, l'idée c'est de faciliter cette transition phase 1, phase 2. Pour ceux qui ont eu l'habitude d'avoir des contrats avec BPI, à la fin d'un projet, on a la clôture, on a une audition, le passage devant les services de suivi de BPI France qui vont acter sur la clôture du dossier. L'idée, ça va être de faire travailler ensemble les équipes de suivi et les équipes d'instruction. Donc, à la fin de votre phase 1, va avoir lieu une audition qui va juger sur la pertinence ou non de passer en phase 2. C'est l'équivalent d'une audition. L'idée, c'est d'accélérer tout ça pour que l'audition de la phase 2 soit transparente. Effectivement, j'ai oublié de préciser, phase 1, vous allez déposer un dossier, une quinzaine de pages, présentation détaillée d'une quinzaine de pages, et BPI France va soumettre au comité interministériel ces projets-là pour un financement ou non. Relativement court, une instruction, et ensuite, phase 2, on va avoir l'audition qui va être transparente avec cette fin de phase 1 et une instruction approfondie. Il est important de noter qu'il est attendu toujours un consortium sur Flagship. Et ce consortium doit être composé d'une entreprise, une ETI qui est capable d'apporter une dimension européenne ou internationale, comme dit précédemment, pour atteindre ces nouveaux marchés, mais aussi un ou plusieurs acteurs émergents sur cette nouvelle technologie de pointe qui sont capables d'amener cette innovation de rupture. Si c'est nécessaire, si ça vous semble pertinent, les laboratoires de recherche publics ou privés, ainsi que des infrastructures d'innovation ou des acteurs de valorisation à l'international sont toujours acceptés. Petit détail, la phase 1, on est sur vraiment des petites assiettes. On est entre 50 000 et 100 000 euros d'aide au global. L'idée, ça va être vraiment d'accompagner sur la structuration, sur la construction de votre projet. Je parle bien d'aide au global, donc on va avoir des petits montants par partenaire. Attention, les montants d'aide sont calculés en fonction des taux appliqués à une dépense. Donc, une dépense n'est pas forcément égale à 100% de l'aide. On verra ça après, il me semble que Axel va le présenter, mais on applique certains pourcentages. Dès la phase 1, je tiens de le préciser avant de passer à la phase 2, on attend que vous estimiez à la louche le montant estimé dès la phase 2. Cela va permettre de structurer un accompagnement au plus proche en fonction des relèves et des phases et avoir une estimation de l'aide totale en bout de chaîne. Sur la phase 2, il n'y a pas de montant d'aide maximum indiqué. Toutefois, il y a un montant d'aide minimum pour faire partie du flagship, c'est 4 millions d'euros d'aide. À titre exceptionnel, certains projets compris entre 1 million et 4 millions pourront être supportés, pourront être aidés, excusez-moi pour cet anglicisme, et seront nommés graines de flagship. Ces graines de flagship n'ont pas vocation à être systématiquement financées et ce sera à titre dérogatoire exceptionnel. Autant vous dire, 4 projets graines de flagship versus un projet flagship, ce sera le projet flagship qui aura la priorité. Les travaux doivent bien sûr être réalisés en France. Les entreprises doivent disposer d'une immatriculation au registre des commerces et des sociétés à date du dépôt du dossier. Les entreprises en difficulté ne peuvent pas être soutenues. Les projets sont collaboratifs et doivent comporter à minima une ETI ou une GE et un ou plusieurs acteurs émergents, comme on l'a vu précédemment. Des livrables seront attendus à la fin de la phase 1, durée de 6 mois. Ces livrables qui sont attendus sont précisés dans le cahier des charges. Si vous voulez, on peut les reparcourir rapidement. Laissez-moi le temps de les récupérer. Comme ça, vous en avez une idée. Ça va être analyse préalable et étude amont. Cahier des charges fonctionnel. Plan de charge et planification. Maquette. Présentation de feuilles de route technique et la stratégie de financement de la phase 2. Stratégie de dissémination et déploiement, indicateurs et mesures de performance d'impact, accord de consortium signé. Dans le cahier des charges, il y a un descriptif pour chacun de ces éléments pour que ça soit plus clair. Donc, n'hésitez pas à aller le voir.
À la fin de la phase 1, du coup, vous avez la possibilité, si le projet est toujours pertinent, de passer en phase 2 d'une durée de 24 à 30 mois. Ce n'est pas précisé, mais les projets doivent partir au minimum d'un TRL 4 et finir au minimum à un TRL 7 ou 8. Donc, vous pouvez partir à un TRL 6 et finir à un TRL 9, mais voilà, donc minimum 4 et minimum fin 7-8. Les projets donc, doivent viser, comme on l'a vu précédemment, vraiment le développement d'une offre technologique différenciante. Donc là, on va être vraiment sur votre capacité à vous différencier techniquement de la concurrence et de l'état de l'art. Cette offre doit être complète et située clairement au-delà de l'état de l'art et intégrer l'innovation de rupture. Toujours pareil, le résultat doit renforcer la souveraineté française ou européenne. Cette dynamique lancée en national devra pouvoir s'inscrire à l'échelle européenne, notamment autant que possible en considérant dans sa forme et sur le fond les opportunités de consolidation ou d'extension du projet dans le cadre de programmes de la Commission européenne. N'hésitez pas non plus à nous contacter côté BPI France si vous avez des questions sur comment travailler avec l'Europe sur les différents cols disponibles en robotique. On a la chance d'être aussi PCN pour l'Europe, donc avec grand plaisir, on pourra vous aider et vous répondre à vos nombreuses questions. Le contenu technique doit s'adresser à un ou des marchés identifiés et avoir la capacité d'être réexploité dans d'autres contextes. Les travaux liés au projet ne devront pas avoir débuté avant le dépôt complet du dossier de candidature. Petite synthèse du déroulé de cet appel à projet. Vous allez voir, toutes les dates ne sont pas encore pleinement figées, notamment celles de la phase 2. Ça va dépendre de l'avancée. Ce sont des dates à titre indicatif, ce sera plus ou moins ça, à une dizaine, quinzaine de jours près. Lancement de l'AP, juillet 2026. Vous déposez relève 1 le 24 septembre, relève 2 le 6 avril. Cette phase 1 dure 4 mois. Pendant ces 4 mois est compté de l'instruction, mais aussi la décision comité interministériel et contractualisation pour des aides comprises entre 50 000 et 100 000. Donc, vous déposez en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Janvier, vous devriez avoir votre contrat. Vous avez 6 mois pour réaliser cette première phase 1, donc la structuration de votre projet. À la fin de la phase 1, il y a ce mix entre fin de phase 1 et, si vous souhaitez continuer, audition de phase 2, qui va permettre, encore une fois, de voir la pertinence, enfin, la réalisation de votre projet. Et il y a la possibilité de passer en phase 2. Donc, la phase 2, on a une première relève le 13-10-2027, et une deuxième relève pour, une deuxième phase 2 pour la relève 1, le 15-12-2027. Relève 2, pareil, on a d'autres dates, le 3 avril 2028 et 1er juin 2028. Ça veut dire qu'il y a deux débuts de phase 2 pour la relève 1 et 2 débuts de phase 2 pour la relève 2. Les projets donc, vont être instruits et contractualisés en 5 mois. Et enfin, vous avez la réalisation de votre projet de 24 à 30 mois. Je, du coup, laisse la parole à Axel pour parler des modalités de financement. Tout à fait, merci Pierre. Donc, concernant les modalités de versement des aides, ça va être différent en fonction de la phase dans laquelle vous êtes. Sur la phase 1, l'aide, elle sera apportée sous forme de subvention uniquement à 100%, avec un seul versement unique au solde. Donc, il n'y aura pas forcément d'étape clé à valider pendant le déroulé du projet. Ce sera qu'un seul versement au solde du projet. La phase 2, par contre, c'est un montant forfaitaire. Donc, 50% de l'aide sera attribuée sur la forme de subvention et 50% de l'aide attribuée sur la forme d'avance remboursable. Il y a pour les projets qui explicitent et quantifient des effets positifs quant à leur contribution à la transition écologique, vont bénéficier d'une répartition forfaitaire plus favorable sur la phase 2. On passerait à 60% sous forme de subvention et 40% sous forme d'avance remboursable.
Concernant donc les régimes d'aide et les intensités des taux d'aide, c'est ce dont Pierre parlait au début, pour pouvoir anticiper le montant d'aide que vous pourriez bénéficier sur votre projet en fonction de l'assiette que vous allez déposer, en fonction des dépenses que vous allez présenter. Vous allez pouvoir appliquer un taux d'aide en fonction du type de structure que vous êtes, donc soit petite entreprise, entreprise moyenne, grande entreprise, et en fonction vous avez des taux et ces taux-là sont à appliquer sur les dépenses présentées et vous permettent ensuite de calculer un montant d'aide. Voilà, il diffère en fonction du type d'acteur. On pourra bien sûr y revenir si ça génère des questions. Du coup, je reprends la main pour parler des dépenses éligibles. BPI France n'invente pas les dépenses éligibles. Comme vous avez vu, on a parlé du RGEC SA 111 723, si je ne dis pas de bêtises, qui est en fait le régime d'aide européen pour autoriser certaines aides aux entreprises. Et du coup, dans ces SA, vous allez retrouver l'ensemble en fait des dépenses qui sont éligibles ou non. Petite parenthèse, l'aide d'État à des entreprises est interdite, hormis dans un cadre clairement défini qui est le RGEC, qui se décompose en différentes SA, recherche-développement, l'aide aux PME et ainsi de suite. Donc c'est dans ces SA que toutes les dépenses éligibles sont indiquées. Dans le cas de notre appel à projet, donc défi flagship, on vous a fait un résumé. Si vous avez le moindre doute, référencez-vous au texte européen. Le salaire et charges sont éligibles. Les frais connexes sont aussi éligibles. La sous-traitance est éligible, capée par le cahier des charges, à un maximum de 30% de l'assiette. Contribution aux amortissements, les coûts d'amortissement comptable des instruments et du matériel de R&D au prorata de leur utilisation dans le projet est éligible. Bon, l'exemple, pour un équipement amorti de façon linéaire sur une durée de 10 ans et utilisé durant 2 ans pour le projet, le montant éligible est d'une nette de 2/10, si vous amortissez de façon linéaire. Le coût de refacturation interne est éligible aussi. Les frais de mission, des frais exceptionnels. Et souvent, les frais de personne pour prendre le train et l'hôtel sont rarement éligibles. Ce qui est vraiment éligible, ce sont notamment les frais de déplacement de matériel. Donc, il faudra amener un robot d'un site test à un autre. Ils sont éligibles. Tous les autres coûts, autres frais d'exploitation directement liés à l'activité du projet, consommables non amortis dans les comptes, sont éligibles. Concernant le dossier de candidature, donc là, on parle bien du dossier de candidature à remettre pour la phase 1 et vous pouvez le déposer soit pour la première relève, soit pour la deuxième relève de la phase 1. Le dépôt de projet, il est à faire sur notre plateforme de dépôt qui s'appelle Pixel et sont attendus des documents qui sont issus du dossier de candidature qui est téléchargeable sur la page internet de l'appel à projet. Je pense que vous allez recevoir les slides et donc il y a un lien cliquable, mais je pourrais aussi le remettre dans le chat. Dans ce dossier de candidature, vous avez un document qui s'appelle je sais plus, document constitutif du dossier de candidature. Et vous avez un récap de l'ensemble des documents qui sont à déposer, avec des guides d'utilisation Pixel également. Globalement, les documents attendus pour la phase 1, c'est une présentation détaillée du projet. C'est un format Word de 12 à 15 pages, avec la présentation détaillée du projet en phase 1 et une estimation du montant demandé en phase 2. Voilà, c'est des estimations, c'est pour donner une idée sur la projection du projet jusqu'à la phase 2. Vous aurez à remplir directement sur Pixel les dépenses de votre projet. Et également des éléments financiers. Donc tout ça, c'est des documents qui sont dématérialisés. Vous aurez également à remplir une grille d'impact socio-économique et environnemental, évidemment une fiche de demande d'aide. Il faudra aussi remettre la dernière liasse fiscale et d'autres documents administratifs. En fonction de la catégorie de vos structures, certains documents ne sont pas obligatoires. Donc, il faut bien se référer à l'annexe 0, le récap de tous les documents, parce que toutes les informations vont se trouver là. Et puis, bien sûr, un petit élément d'attention, c'est que les dossiers ils doivent être complets le jour de la relève. Ils doivent
comporter l'ensemble des pièces mentionnées dans cette annexe-là, donc vérifiez bien avant. Et on attend bien sûr les documents qui respectent ces templates-là. Donc, c'est vraiment via le dossier de candidature que vous allez retrouver l'ensemble des documents à déposer. Peut-être petite parenthèse, les éléments financiers, vont devoir être adaptés aussi à la phase 2. C'est-à-dire que ça va pas être, si vous estimez qu'une phase 2 nécessite, je sais pas, 5 millions de dépenses et que vous êtes une TPE qui aura besoin de lever de fonds, indiquez-le dès à présent. Les critères de sélection pour la phase 2, je vais passer brièvement dessus, mais globalement, tout a déjà été dit. C'est-à-dire qu'on attend une pertinence et adéquation de la proposition au regard des objectifs de la stratégie nationale et des attendus de cet appel à projet. Donc, toujours pareil, une technologie de pointe, une résilience et une souveraineté. Le consortium sera évidemment regardé avec attention, avec notamment cette capacité à la fois de répondre aux challenges techniques, mais aussi d'accéder à des marchés, et encore plus à des marchés européens et internationaux. Il faut que les partenaires aient bien sûr la capacité financière pour répondre à ce projet, qu'il y ait un marché concret et que le projet puisse y répondre pleinement et de façon satisfaisante. Qui dit marché dit aussi présenter l'environnement concurrentiel. Le projet doit être incitatif et en adéquation à votre capacité financière. Donc, c'est aussi pour ça que je vous ai dit, dès la phase, n'hésitez pas à mettre dans les éléments financiers, même si c'est encore pas ancré dans le marbre, mais à vous projeter, est-ce qu'il vous faudra des levées de fonds, de la dette. Donc, avoir déjà cette réflexion en amont de la phase 1, même si elle est à titre, le mot m'échappe, éphémère. Les performances environnementales devra être clairement détaillées. Le réalisme du calendrier, donc avoir des développements qui tiennent sur les 24-30 mois qui ne vont pas diverger. L'impact, avec un potentiel d'utilisation ou d'intégration des résultats de la proposition par la communauté scientifique et par les entreprises. Donc, on attend à avoir des développements qui viennent aussi soutenir, qui ont la capacité à soutenir l'entièreté de l'écosystème. Une stratégie de diffusion et de valorisation des résultats. Et enfin, la réalisation du projet doit être claire. Et on regardera avec attention la faisabilité scientifique, technique du projet, la gestion des risques. Je vous laisserai tout découvrir, je pense qu'on vous transmettra les slides. C'est tous les aspects classiquement attendus dans un projet. Voilà, la présentation touche à son terme. Dans tous les cas, nous restons à votre disposition pour tout complément d'information. Si vous avez besoin de conseils ou vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail affichée aap-du6france2030@bpifrance.fr. Et si vous avez des questions sur l'Europe, vous pouvez passer aussi par les adresses PCN existantes. Alors là, je ne les ai plus toutes en tête, je suis navré, mais si vous écrivez PCN numérique BPI France, vous allez tomber sur toutes les adresses mail qui correspondent. Un grand merci pour votre attention et je pense qu'on va pouvoir passer aux questions-réponses, sauf si Maud. Oui, merci Pierre. Oui, pas de souci, on peut passer aux questions-réponses. On a pas mal de questions. Merci à tous les deux pour cette présentation. On va essayer de toutes les balayer. Alors, je vais me concentrer sur vraiment l'appel à projet, les questions de l'appel à projet. Est-ce qu'un sous-système peut être du soft uniquement, soft logiciel uniquement? Alors, il n'y a pas de limitation, à mon sens, dans le cahier des charges. Ma première réponse serait de vous dire 100% soft, tant qu'il y a une application robotique, machine intelligente ou drone, il n'y a pas de problème. Je vous invite toutefois à relire avec attention le cahier des charges. Donc, a priori, non, c'est pas attendu, enfin, c'est pas exclusif, mais je vous invite quand même, dans tous les cas, à revoir le cahier des charges. Il y a une question qui est similaire. Est-ce que ça peut être du logiciel servant dans une machine robotisée? Donc, je pense que c'est plutôt ça, en fait. On est vraiment sur, effectivement, comme dit précédemment, c'est des sous-systèmes qui ont vocation à être intégrés dans des produits. Donc, c'est vraiment cet aspect différenciant des sous-systèmes qui doivent être intégrés dans la robotique, machine intelligente ou drone.
Merci. Est-ce qu'il peut y avoir une modification du consortium entre la phase 1 et la phase 2? Tout à fait. Il devra être justifié, mais tout à fait. Ok. Les aides sont-elles conditionnées aux fonds propres en dehors des entreprises en difficulté? Il Les aides n'y a sont pas sont- de clause formelle dans le cahier des charges avec écrit la règle du 1 pour 1, 1 euro d'aide pour 1 euro de fonds propres. Pour autant, comme l'a précisé Pierre, la santé financière de l'entreprise et ses résultats font partie des critères de sélection et donc seront regardés attentivement. Ok. Et la capacité, effectivement, à porter le reste à charge. L'innovation de rupture est-elle nécessairement technologique ou peut-elle être organisationnelle? Alors, on parle vraiment de l'innovation de rupture technologique. Très bien, c'est très clair. Alors, j'ai deux questions sur les relèves. J'ai une question, pourquoi deux relèves? Et une question, il n'y a qu'une relève sur la phase 1 et deux sur la phase 2. Je n'ai pas bien compris la logique. C'est un peu la particularité de cet appel à projet, donc ça peut être, ça peut être difficile au début à comprendre. On peut peut-être reprojeter, ouais, voilà, parfait. Le process. Donc il y a bien deux relèves sur la phase 1. Vous avez la possibilité d'entrer en phase 1, soit le 24 septembre, soit le 6 avril. J'anticipe une autre question aussi, mais on ne peut pas passer en phase 2 sans passer en phase 1. C'est un entonnoir, c'est-à-dire qu'il va y avoir une sélection en phase 1 et ensuite vous aurez potentiellement la possibilité de candidater en phase 2. Donc le début de l'appel à projet se passe en phase 1, soit sur le 24 septembre, soit sur le 6 avril. Ensuite, il y a l'instruction puis le suivi du projet de la phase 1. Le projet en phase 1 se termine. Il y a cette audition dont parlait Pierre qui fait le lien entre la phase 1 et la phase 2. Et ensuite, vous pouvez candidater en phase 2. Et là, vous avez des dates, mais qui seront susceptibles d'être modifiées. Elles sont indicatives, donc il faut peut-être juste avoir en tête les moments de l'année où ça pourra être possible de candidater. Mais soit vous avez fini assez tôt votre projet en phase 1 et donc vous candidatez en phase 2 sur le premier batch de relève qui sera en octobre, soit ça prend un petit peu de retard et donc du coup vous arrivez sur le deuxième batch qui est en décembre. Et si vous avez candidaté sur la relève d'avril 2027 en phase 1, dans ce cas-là, pareil, la phase 2, elle est décalée puisque du coup, il faut attendre qu'il y ait eu l'instruction et le suivi du projet. Et donc, il y a aussi deux dates qui sont proposées pour rentrer en phase 2 en avril 2028 et en juin 2028. Donc, tout se suit en fait en fonction de la réalisation des projets. L'idée, c'est arriver à au plus proche du fil de l'eau, tout en répondant à des questions organisationnelles, mais aussi de cohérence pour juger tous les projets de façon le plus partielle possible. Voilà, c'est le choix qui a été fait pour s'approcher du fil de l'eau. Très bien. Dans la même lignée, un projet mature peut-il rentrer via la phase 2 directement sans passer par la phase 1? La réponse est non. Très bien. Est-ce que l'ETI et l'acteur émergent doivent être complètement indépendants l'un de l'autre? C'est une très bonne question que je note. Je n'ai pas la réponse en tant que telle. Axel, est-ce que tu... Ça dépend ce qu'on entend. Si c'est 100%, j'ai des doutes. Si c'est entre 50 et 25%, ça me semble oui. Mais je préfère pas donner de réponse. N'hésitez pas peut-être à envoyer la... Je sais pas comment on peut faire, soit nous envoyer la question et on y répondra. Peut-être par personne. mail, ouais, envoyez-nous la question et puis on pourra faire valider ça. Complètement. D'un point de vue Personne qui juridique. a envoyé cette question. Ouais. Là, la question, c'est d'un point de vue juridique par rapport aux aides européennes. Donc là, on n'est pas sur la spécificité du cahier des charges, donc n'hésitez pas à nous envoyer, on vous répondra avec plaisir. Très bien. Je regarde si j'ai des questions qui sont un peu similaires. La phase... Là, je comprends. Et donc, l'équivalent de dépôt. Attendez, hop.
Est-ce que des travaux de la phase 2 pourront être financés en RI avec les taux indiqués dans le cahier des charges? La question de Muriel. Est-ce que des travaux de la phase 2 pourront être financés en RI? Alors, la phase 2 peut être financée en RI, donc recherche industrielle, avec les taux indiqués dans le cahier des charges. Toutefois, ouais. je peux regarder en parallèle s'il existe une coquille dans le cahier des charges et que les taux indiqués sont inférieurs à ceux dans le RGEC, ce seront les taux du RGEC qui feront foi. Donc, c'est une réponse un peu de normand, donc j'ai envie de dire oui. S'il existe une coquille, la coquille, on se référera toujours au RGEC si les taux sont inférieurs à ceux présentés dans le cahier des charges. Mais je peux regarder et je vous reviens tout de suite. Merci pour cette réponse. Est-ce qu'il est possible de monter un projet phase 1 avec un des acteurs, ETI, grande entreprise, ou acteur émergent manquant, et qui est, ça répond à la question, et qui est raccroché en phase 2. Donc ça, on avait dit, oui, on avait dit. Le consortium peut être différent, en fait. Oui, il faudra justifier ce changement de consortium. Sur la question précédente, je pense que c'est les taux qui font référence à la collaboration effective. Pierre. 70, 80, 60, 75, 50, 65. C'est tout à fait ça. Donc, c'est les bons taux qui sont indiqués dans le cahier des charges. Ouf, il n'y a pas eu de coquille. Par contre, les taux que vous voyez en bas, la collaboration effective, vous avez un petit indicatif numéro 1 qui explique en quoi une collaboration est effective. Donc, il faut qu'aucune entreprise ne supporte plus de 70% des dépenses et qu'il y ait à minima des labos de recherche soit aucune entreprise ne supporte pas plus de 70% des dépenses, ou il y a des laboratoires qui ont au moins 10% des dépenses et qui ont le droit de communiquer sur leurs résultats. Vous avez les informations, tout sur le cahier des charges, et n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez la moindre question. Merci beaucoup. Je passe à la suite. La grande entreprise peut-elle être une institution publique comme par exemple un centre hospitalier universitaire, c'est-à-dire un consortium PME innovante, plus CHU, plus laboratoire de recherche? Alors, ça va être encore une réponse à moitié. Si elle se présente comme une grande entreprise et donc attend des taux d'aide de grande entreprise, j'ai envie de dire oui. Si elle se présente comme un institut public et donc avec des taux d'aide différentes, j'ai envie de dire non. Dans tous les cas, n'hésitez pas à envoyer, pareil, cette question qui est très spécifique à votre projet pour qu'on puisse aussi la décortiquer d'un point de vue juridique et vous apporter une réponse définitive et claire. Très bien, c'est très clair. N'hésite pas, Axel, si tu veux compléter. Non, c'est ça. Je suis d'accord avec ta réponse. Le projet peut-il porter sur une nouvelle fonctionnalité de rupture au sein d'un projet plus large déjà financé par la BPI depuis 1 an ou 2? Si oui, le consortium doit-il porter sur cette fonctionnalité ou bien sur l'amélioration que cette fonctionnalité donne au projet plus large? Alors, il y aura potentiellement plein de réponses. C'est-à-dire que s'il y a un financement, double financement, donc un financement de l'autre projet déjà sur cette brique technologique, et que vous redemandez un financement, ça sera non. C'est-à-dire on peut être financé qu'une fois sur un projet. Si c'est un ajout au projet, vous êtes rendu compte qu'en milieu de projet, il vous faut rajouter cette nouvelle fonctionnalité qui n'est pas couverte dans le premier financement. Alors, c'est potentiellement finançable, mais je vous invite fortement à justifier le pourquoi du comment ce besoin est né, pourquoi il n'a pas été pris en compte auparavant. Tout cela, en fait, on aura les informations de tout l'état des différents projets et fonctionnements. Donc, on va aller chercher là-dedans, on va aller voir qu'il existe. Donc, je vous invite à, excusez-moi l'expression, mais à bétonner la raison de ce financement. C'est très clair. Désolé de cette expression. Le consortium doit-il être composé à la relève de la phase 1 ou peut-il être assemblé pendant la phase 1?
De toute façon, en phase 2, il pourrait y avoir donc des ajouts et des modifications du consortium. Ce qui est demandé à la phase 1, c'est un projet d'accord de consortium. Je dirais qu'au dépôt de la candidature, ça peut pas forcément être encore hyper fluide pour la phase 2, tout ne pas forcément acté. Mais par contre, ce qui sera attendu en fin de phase 1, c'est que le consortium soit composé, puisqu'on attendra du coup un accord de consortium signé à l'issue de l'exécution de la phase 1. D'accord. Du coup, ça revient un petit peu à... Il y a une question qui est un peu similaire, enfin pas similaire, mais qui recoupe un petit peu tout ça. Qu'advient-il du projet si un membre du consortium le quitte pendant la phase 1 ou 2? Alors, Donc, il y a 2 points. Là, il y a 2 questions. Il y a que se passe-t-il si on le quitte entre la jonction de la phase 1 et la phase 2? Encore une fois, si on respecte toujours le cahier des charges avec une ETI et un acteur innovant, encore une fois, il suffit de le justifier pourquoi il y a eu ce changement. Si c'est un changement en cours de phase 1 ou en cours de phase 2, donc là, on va passer sur ce qu'on appelle, et ça va être arbitré d'un point de vue suivi, donc cohérence du projet, mais ça n'aura pas lieu lors de l'instruction. Il y aura à voir, est-ce que le projet est toujours viable? Il faudra vous justifier de qui reprend les lots, comment ça se passe, comment le projet s'articule sans ce partenaire. 2 réponses. Pendant les phases, ça va demander des avenants de contrat et des réflexions sur la continuité du projet. Et entre la phase 1 et phase 2, c'est accepté, tant que le cahier des charges est toujours respecté et que ce départ est justifié. très clair. Est-ce que l'entreprise grand groupe ETI doit être un constructeur ou offreur de solutions, ou est-ce qu'il peut être l'utilisateur final qui représente le besoin d'une filière? Les 2. L'objectif, c'est de diffuser d'avoir une capacité à diffuser ce nouveau produit, les résultats de ce projet. Donc, qui peut être utilisateur et aller les déployer effectivement dans d'autres pays, en Europe, à l'international, pareil, constructeur, et aller les vendre ailleurs. Donc, les 2 sont acceptés. Parfait. Est-ce que des projets visant des débouchés en robotique agricole sont éligibles? Je vais vérifier. Il me semble que oui. Il me semble qu'il n'y a pas de restriction. Non. Il n'y a pas de restriction de secteur. Très bien. Et est-ce que des drones de toutes sortes rentrent dans le contexte de l'appel à projet? Oui. Très bien. Alors, j'en ai d'autres. Alors, existe-t-il un moyen de communiquer sur notre technologie afin de trouver des partenaires pour monter un consortium, pardon? Là, je pense que ça va être une réponse au pôle de compétition que nous avons ici. Donc, oui, je pense que à travers les pôles, vous aurez façon de communiquer avec les différents acteurs régionaux. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec les pôles de votre région, avec d'autres pôles éventuellement. Il n'y a pas d'événement pour l'instant BPI France organisé. Peut-être qu'il y en aura un, mais plutôt côté SGPI, pas BPI France. Donc ça sera à Catherine Simon de confirmer si elle va aller sur cette optique-là. C'était encore en discussion et je vais laisser David parler des pôles. Oui, merci Pierre. Je crois que tu as tout dit en fait. Oui, on est des acteurs généralement régionaux, donc soit vous faites partie de notre écosystème et on a déjà l'habitude de travailler avec vous, soit vous ne faites pas partie de pôle ou de cluster et il suffit de prendre contact avec l'un d'entre nous, les représentants. Je vois que Frédéric se manifeste. Voilà, hop, j'ai un petit. Donc vous avez Sim, Cobotim sur la partie Auvergne-Rhône-Alpes avec Minalogic. Vous avez d'autres pôles, j'ai évoqué tout à l'heure Cap Digital, il y avait Frère aussi. Le MC2 en Pays de la Loire. Exactement. Donc, Voilà. enfin, il y aura certainement aussi systématique côté Île-de-France ou Image et Réseau côté Bretagne. Donc, vous avez toujours une possibilité
demander à vos référents BPI ou à vos référents SGPI ou autres. Dans les comités, ils nous connaissent. On existe depuis plus de 20 ans maintenant, comme je vous le disais. Donc, si vous n'arrivez pas à nous trouver, c'est que vous ne voulez pas nous rencontrer. Il y a un site sur l'Association française des pôles de compétitivité où vous pouvez tous les retrouver. Complètement. Merci David. Une autre question par rapport à l'appel à projet. Est-ce que la taille du consortium impacte la grille de sélection des lauréats? Par exemple, un consortium de 2 entreprises est-elle défavorisé par rapport à un consortium de 6 entreprises? Non. Pas du tout. C'est la cohérence de votre consortium vis-à-vis du projet. Donc avoir trop de partenaires pour mettre juste plein de partenaires, c'est défavorable. Si vous n'êtes pas beaucoup, mais c'est cohérent et que vous couvrez à la fois la partie marché, technique, tout ce qu'il faut, bah, c'est très bien. Ou 6, si vous couvrez tout à 6 et de façon cohérente, c'est très bien aussi. Donc c'est vraiment en fonction de votre projet et de la cohérence de chacune des entreprises. Très bien. Une autre question pour rebondir sur la question du consortium, mais je pense qu'on a abordé un peu le sujet. Sa composition peut changer entre phase 1, phase 2, mais faut-il forcément avoir une ETI ou grande entreprise et un acteur émergent dès la phase 1? Oui, ça c'est un critère d'éligibilité à l'appel à projet. Parfait, c'est clair. Est-il possible de déposer 2 fois aux 2 dates, le 24, alors, je comprends pas trop la question, 24 septembre et avril 2027? Ça Oui. serait un redépôt si dans le cas où, par exemple, vous déposiez le 24 septembre et vous receviez un avis défavorable, c'est possible de recandidater en avril 2027. Et c'est pour ça aussi que ça paraît assez long entre septembre et avril. C'est que vous ayez le temps, imaginons que vous déposez en septembre, il faut 4 mois avant de savoir si c'est défavorable. Donc ça nous amène en janvier, ça vous laisse février, mars, avril pour adapter et restructurer le projet. C'est aussi pour ça qu'il y a cette si grande différence de temps entre les deux relèves. Très clair. Est-ce qu'il y a des secteurs industriels plus ciblés que d'autres? Par exemple, la santé ou l'agriculture, on en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des secteurs en particulier qui sont privilégiés? Non. Alors, non. Enfin, En pas dans le cahier des revanche, charges en tout cas. pas dans le cahier des charges. En revanche, si votre produit est couvert par d'autres appels à projets existants, je pense notamment aux robotiques chirurgicales, ce qu'a dit David, ils ne seront pas prioritaires. Ils seront priorisés dans la stratégie qui couvre la robotique chirurgicale. Donc, regardez ce qui existe. S'il y a des stratégies qui spécifiquement ciblent votre robotique, alors vous ne serez pas forcément prioritaire. Parce que vous avez d'autres leviers. Vous pouvez postuler, ils seront retransmis probablement entre différents comités interministériels, mais je vous invite à postuler directement au bon guichet, parce qu'ils vont forte chance qu'ils retombent sur le guichet spécifique. Sur l'adresse mail AAP-France 2030, ça c'est des questions que vous pouvez tout à fait nous poser parce que il y a plusieurs personnes qui sont derrière cette adresse mail-là et qui ont la connaissance aussi des autres appels à projets qui sont ouverts ou qui vont être ouverts, des choses comme ça, donc n'hésitez pas. Une autre question en lien avec les enveloppes de financement. Est-ce que l'enveloppe globale de l'appel à projet est répartie de façon équivalente entre les 2 relèves? Alors, la question de limite de financement en fait qu'il y a derrière, il n'y a pas de limite de financement attendue. Normalement, ça a été budgétisé pour couvrir l'ensemble des besoins. N'hésite pas, Axel, à... Non, j'allais dire que la logique, c'est de manière générale sur les appels à projets et sur France 2030, c'est plutôt il y a un budget qui a été acté, qui doit couvrir normalement l'ensemble des besoins et donc il ne faut pas que vous soyez restreint. Enfin, il faut que vous déposiez votre projet à la relève qui correspond à votre état d'avancée de votre projet. Très clair.
Si le grand groupe doit diffuser à l'international, les applications duales sont-elles éligibles? Il n'y a pas de restriction. Après, ça va être une question de souveraineté. Donc, effectivement, si c'est dual et aller développer de l'armement, comment dire, pas donner, mais vendre directement une brique technologique pour un armement d'un autre pays, ça ne sera pas niveau souveraineté, on n'est pas au top. Si en revanche c'est du dual et qu'on vend, je ne sais pas, un fabricant français qui va vendre à l'étranger, mais qui est sous contrat au final de la DGA et ainsi de suite, ça peut avoir du sens. Voilà, donc en fait ça dépend qui va diffuser la solution. Question de souveraineté avant tout. Très bien. Alors, j'ai une question, on rentre un peu dans les détails. Je pense que quand on rentre dans les détails, le mieux, ce sera peut-être de vous contacter directement. Après, je pose quand même la question. Quand on dit tout drone accepté, le texte de l'appel à projet parle bien de milieu terrestre, aérien et naval, qu'elle accueille des systèmes téléopérés de transport de charges utiles pour les milieux hyper contraints qui n'entrent dans aucune de ces catégories. Alors, un système téléopéré de transport de charge utile pourrait être associé aussi à une machine intelligente. Ils ne sont pas limités et un drone, ça reste un vecteur mobile autonome. Là, on parle de transport téléopéré. Effectivement, ce n'est pas forcément du drone, mais dans tout ce qui est machine intelligente, ça rentre totalement dedans. Ouais, et je pense que la question était surtout pour les milieux hyper contraints, qui n'entrent pas dans cette catégorie. Par milieu hyper contraint, vous entendez le milieu environnemental, Je ne qui sais est pas du du coup tout. pas soumis à restriction selon le cahier des charges. Le milieu contraint en soi n'est pas... Mais n'hésitez pas peut-être à envoyer à l'adresse mail avec plus de détails sur votre projet, comme ça on va pouvoir le décortiquer et vous répondre clairement. Pour les questions un petit peu plus spécifiques, en effet, ce sera peut-être plus pertinent. Est-ce qu'une complémentarité avec l'appel à projet pionnier de l'IA est envisageable? L'un pour le software, l'autre pour le hardware. C'est un peu la même réponse qu'on a fait précédemment, dans le sens où on ne va pas financer 2 fois un même projet, une même dépense. Donc, il faut que les assiettes de dépenses soient bien distinctes et qu'on parle d'un projet différent, en tout cas qui n'a pas été positionné sur Pionnier de l'IA. Très bien. Question sur la composition du consortium. Alors, en espérant que ça ne recoupe pas ce qui a été dit précédemment, le cahier des charges exige à minima une ETI, grande entreprise, et un acteur émergent de moins de 12 ans. Une PME de plus de 12 ans peut-elle rejoindre un consortium comme acteur émergent? Elle peut le rejoindre, mais le critère d'éligibilité d'acteur émergent reste celui de tel qu'on l'entend dans le cahier des charges, qui est entreprise de moins de 12 ans. Mais ça n'empêche pas cette PME de rejoindre ce consortium. C'est ça, elle n'aura pas la casquette acteur émergent, quoi. Oh, exactement. Eh bien, je pense que j'ai fait le tour des questions principales. Il y avait une question un peu plus bas sur comment, un petit peu en dehors de tout ça, sur les événements robotiques. Moi, je peux répondre à cette question. Peut-être que le mieux, c'est d'aller voir sur les différents clusters robotiques, par exemple, et les pôles de compétitivité de votre région, pour voir ce qui est organisé et suivre en fait les différents événements en lien avec l'actualité de la robotique. J'ai aussi une question. Si je peux me permettre, excuse-moi, on a oublié aussi de mentionner le comité robotique France 2030, qui va vous permettre effectivement probablement aussi de voir des événements, d'échanger avec d'autres acteurs de la robotique. Donc n'hésitez pas aussi à solliciter en plus des pôles le comité robotique France 2030. Oui, tout à fait.
J'ai une question à laquelle que je n'ai pas évoquée. Comment s'inscrire à la cartographie de l'écosystème robotique national? N'hésitez pas à contacter le comité robotique qui est en charge Ouais. de cette œuvre. On peut parler d'œuvre vu le travail que ça a demandé. Et s'ils sont parmi nous, je les remercie grandement parce que c'est fort utile. Dernière question, peut-être pas la dernière, mais en tout cas, j'en ai une qui vient d'apparaître. Est-ce qu'une PME ayant repris des actifs plus personnels d'une start-up peut être considérée comme acteur émergent? Les actifs plus personnels, pardon. Le personnel d'une start-up peut être considéré comme acteur émergent. C'est une très bonne question. Je vous propose de l'envoyer. A priori, non, au vu du cahier des charges. Si c'est le cas, contactez-nous pour qu'on creuse. Est-ce qu'on peut quand même considérer le cas d'une reprise? Dans un premier temps, je vous dirais non. Envoyez-nous un message pour qu'on rebalaye ça pour être sûr à 200%. Mais ce qui est écrit dans le cahier des charges fait loi. Parfait. Je vous propose de prendre une dernière question et en effet, après, eh bien, chacun pourra poser directement ses questions à votre adresse mail, l'adresse mail que vous avez donnée tout à l'heure. Le budget minimum est de 4 millions d'euros. Quel est le budget de l'État consacré à cet appel? Sur les 2 appels, combien de consortiums pourront être élus? Il y a plusieurs questions là, j'ai l'impression. Quel est le budget de l'État consacré à cet appel? Alors, je vais pas y répondre parce que ce n'est pas à moi d'y répondre. Si vous avez vraiment cette question, je vous invite à contacter Catherine Simon, mais encore une fois, je ne suis pas sûr que c'est une information qui soit communiquée. Tout à fait. Voilà. Et après, combien de consortiums? Vas-y, à toi l'honneur, Axel. Non, j'allais dire que du coup, on ne peut pas savoir combien de consortiums pourront être élus puisque ça dépend du coup plutôt du budget et des budgets des projets. On ne peut pas anticiper le budget des projets qui vont être sélectionnés. Peut-être pour rassurer, il y a quand même une réflexion sur la budgétisation de cet appel à projet qui font un budget suffisamment conséquent pour pas qu'il y ait 10 lauréats. Voilà. Parfait. Qui est plus que 10 lauréats. Parfait. Eh bien, merci pour voilà, pour ces informations qui ont permis d'éclaircir, je pense, pas mal de questionnements à chacun. Comme on le disait tout à l'heure, de toute façon, vos slides seront partagés par la suite à tous ceux qui ont participé à ce webinaire. Et puis, vous avez une adresse mail qui est à disposition si vous avez des questions complémentaires. Donc, je pense vous pourrez aussi compter dessus. Je pense qu'on a fait le tour. Je vois qu'il y a encore des questions. Est-ce que vous voulez prendre 2 minutes pour y répondre aux dernières questions? Oui, pas de souci. Et puis, on clôture après. Alors, où trouver le cahier des charges et les conditions? Donc ça, c'est parce que la personne est arrivée en retard. Vous aurez ça dans le PowerPoint qui sera partagé par mail après le webinaire. C'est quand même une bonne question. Sur le site BPI France. J'ai répondu aux commentaires avec le lien d'accord. de l'appel à projet. Parfait. Dans la rubrique conversation, peut-être. Est-ce qu'une grande... Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Je pense que voilà, la conversation, elle reste aussi après la réunion, donc ce sera valable quand même. Est-ce qu'une grande entreprise peut candidater avec ses filiales européennes? Alors, seules les entreprises immatriculées au titre du RCS peuvent être financées. Les sociétés non françaises qui peuvent postuler à l'appel à projet et faire partie de l'accord de consortium, mais ne recevront aucune aide. Donc ça peut faire du sens s'il y a un vrai sens à l'inclusion de ce partenaire au consortium, mais ils ne seront pas financés. Donc on vous invite, si vous le faites, à vraiment réfléchir à les inclure pour qu'il y ait un vrai sens et pas juste faire du nom pour faire du nom.
Très clair. Parfait. Eh bien, je vous remercie pour toutes ces réponses. Et je vous propose voilà, de clôturer ce live. Si on n'a pas, je vois qu'on n'a pas d'autres questions. Donc, merci à tous de votre participation. Merci de vos beaucoup. explications aux intervenants. Et puis à votre écoute à tous. Donc, vous avez différentes portes d'entrée, voilà, les pôles de compétitivité, les clusters robotiques dont on a parlé au tout début, et BPI qui est à votre écoute pour vos éventuelles questions, peut-être plus précises s'il y en a. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée à Bonne journée. tous. Merci, bonne journée. Merci, au revoir, bonne journée. Merci, au revoir, bonne journée. Merci, au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir, Merci. bonne journée, merci. Bonne journée.